ce jeudi, tous les regards seront donc tournés vers le Royaume-Uni qui se prononce sur son maintien au sein de l'Union européenne, votation qui revêt une importance aussi toute particulière pour la Suisse, quel que soit le résultat du vote. Elle entamera, la Suisse, dès le 24 juin, une des phases les plus délicates de sa politique européenne. Elle va, et cela en l'espace de quelques semaines seulement, devoir trouver un compromis avec l'UE afin de sortir du bourbier européen dans lequel elle s'est mise depuis ce fameux 9 février 2014. Calendrier hyper serré. D'ici février 2017, eh bien, la solution trouvée devra respecter à la fois la Constitution suisse et la libre circulation avant d'être avalisée. C'est le processus par les deux chambres fédérales. Et un homme en particulier va mener cette course folle, faite à la fois de sprint et de marathon. C'est le Vaudois Jacques de Watteville qui, pour assumer cette tâche de négociateur en chef, va abandonner son poste de secrétaire d'État aux questions financières internationales qu'il occupe depuis bientôt 4 ans. Il l'abandonnera à la fin de ce mois. Jacques de Watteville qui nous fait le plaisir d'être notre invité ce matin. Bonjour. Bonjour monsieur. En direct de notre studio du Palais fédéral. Bon, qu'il soit pluvieux ou ensoleillé, on a l'impression que votre été, Jacques de Watteville, sera très très laborieux et d'ailleurs plus un sprint qu'un marathon en fait. Écoutez, effectivement, ce sera un été intense. Le challenge qui se pose pour nous est de pouvoir arriver à temps pour respecter les délais qui sont fixés dans la Constitution après le référendum de février 2014. Celui-ci prévoit qu'on doit avoir une solution en place dans un délai de 3 ans, c'est-à-dire d'ici le 9 février 2017. Et si on veut respecter ce délai, et si en même temps on veut respecter les procédures normales au Parlement suisse, cela signifie que la deuxième chambre du Parlement doit adopter cette solution en décembre, la première chambre en septembre, et donc que nous devons arriver à une solution avec l'Union européenne cet été. D'ici fin juillet, donc ça fera 5 semaines de sprint, on reprend ce terme. Est-ce que c'est vraiment réaliste de le faire d'ici fin juillet ? Écoutez, il faut, comme on dit en allemand, avoir du Zweckoptimismus. Donc il faut avoir des objectifs et s'engager pour essayer d'y parvenir. Et puis on verra bien comment ça se passe. Mais c'est vrai que c'est extrêmement ambitieux. Extrêmement ambitieux. On a ce jeudi le Brexit. Alors quel que soit le résultat du vote, on va, que ce soit oui ou non, on peut l'imaginer au sein de l'UE au devant d'une certaine confusion. Est-ce que l'UE, pardonnez-moi l'expression, Jacques de Watteville, est-ce que l'UE n'aura pas d'autre chat à fouetter que de s'occuper des soucis de la petite Suisse dès le 24 juin ? Alors effectivement, c'est un défi additionnel. En cas de Brexit, on aura une onde de choc qui va traverser l'Union européenne et il faudra que le Royaume-Uni redéfinisse ses relations avec l'Union européenne et ceci va absorber toutes les capacités et les énergies du côté tant du Royaume-Uni que du côté de l'Union européenne et des grandes capitales. En même temps, nous avons de toute façon besoin d'une solution et s'il n'y a pas de solution d'ici février 2017, la Constitution prévoit que le Conseil fédéral doit introduire des contingents par voie d'ordonnance. Et ceci est une perspective, bien sûr, qui ne réjouit pas nos voisins et nos partenaires européens. On va revenir à cette perspective-là, si on ne trouve pas de solution. Je reviens sur le Brexit, donc quel que soit le résultat. Alors si c'est oui au Brexit, vous l'avez dit, la Grande-Bretagne et Bruxelles seront totalement absorbés par ce qui vient de se passer. Ce sera impossible de trouver un accord avec Bruxelles ou plus difficile dans ce cas-là, dans le cas du oui au Brexit ? Ce ne sera pas impossible, mais ce sera plus difficile pour simplement déjà des questions techniques de disponibilité et aussi probablement parce que l'Union ne voudra pas créer un précédent avec la Suisse avant d'avoir réglé son vrai enjeu, son vrai problème qui est le problème britannique. Et si c'est non au Brexit, dans ce cas-là, Jacques de Watteville, est-ce que là l'horizon, l'espace va s'ouvrir pour la Suisse ? Alors si c'est un non, c'est le maintien du statu quo. En même temps, l'Union européenne devra transposer en droit européen la solution politique qui a été trouvée en février de ce printemps. Et donc, l'agenda sera très rempli de toute façon parce qu'il y aura des négociations importantes qui auront lieu entre le Royaume-Uni, entre les États membres de l'Union européenne et la Commission pour traduire en texte juridique les engagements politiques qui ont été pris. Très concrètement, vous êtes le super négociateur, comme on dit. Comment vous allez faire pour que Bruxelles empoigne le dossier dans les meilleurs délais, c'est-à-dire à la fin de cette semaine et jusqu'à fin juillet? Vous allez faire le siège de la Commission européenne dès la semaine prochaine, c'est ça?
Alors, il y a tout un travail qui a été accompli ces derniers mois. Encore hier, le président de la Confédération s'est rendu à Bratislava, où j'ai eu l'honneur de l'accompagner, pour plaider pour que la nouvelle présidence de l'Union européenne, la Slovaquie, qui prend en main les destinées de l'Europe le 1er juillet, qu'elle ait clairement le dossier suisse sur son radar et qu'elle s'emploie à contribuer à ce qu'on arrive à une solution dans les délais nécessaires. L'inauguration du tunnel du Gothard a été l'occasion aussi de sensibiliser la chancelière allemande, Madame Merkel, le président Hollande, le Premier ministre Renzi, et ainsi de suite. Donc il y a tout un travail d'explication, de sensibilisation qui s'est fait depuis des mois pour que le dossier suisse soit traité comme il doit l'être et soit traité avec les égards nécessaires et qu'on dégage du temps pour pouvoir trouver des solutions. On parle, si possible, d'opération éclair dans un délai de 15 jours pour négocier. Bon, pour négocier, on le sait, il faut être deux. Vous avez des garanties, Jacques de Watteville, que l'Union européenne va rejoindre la table des négociations 15 jours dans un laps de temps aussi court? Quelles sont les garanties? Il n'y a pas de garantie. Simplement, il y a des intentions, il y a des intérêts communs. L'Union a intérêt aussi, comme nous, d'arriver à une solution. L'Union n'a pas intérêt à l'introduction de contingents. Et donc, il s'agit de motiver nos partenaires pour qu'ils prennent en compte les différents paramètres du dossier et qu'ils voient aussi l'utilité pour eux d'arriver rapidement à une solution avec la Suisse. Je crois que ce travail de sensibilisation a largement été fait. Et donc, s'il y a un Remain, si le Royaume-Uni reste dans l'Union européenne, il y a de bonnes perspectives pour que le dialogue se réenclenche très rapidement avec l'Union européenne. Vous qui êtes rompu aux négociations difficiles, parfois la pression du temps, c'est un handicap toujours dans une négociation? Écoutez, la pression du temps contribue à faire avancer les choses. Pour dans le cas de la Suisse, les délais que nous nous sommes imposés nous-mêmes nous mettent en difficulté, évidemment, parce qu'on peut se dire que l'autre partie n'a qu'à attendre l'échéance du délai pour obtenir ce qu'elle veut. Oui. De l'autre côté, s'il n'y a pas de solution, c'est du perdant-perdant. Et donc, il faut à nous d'essayer de manœuvrer pour que cette pression du temps ne soit pas seulement néfaste, mais aussi positive. L'objectif, on le rappelle, c'est de pouvoir atteindre une clause de sauvegarde négociée avec les 28 d'ici l'application de début 2017. C'est bien de cela dont on parle, Jacques de Watteville. Alors effectivement, nous avons dans l'accord entre la Suisse et l'Union européenne sur la libre circulation des personnes, nous avons déjà une clause de sauvegarde, mais qui est rédigée en des termes très généraux. Et il s'agit de se mettre d'accord sur les modalités d'application, sur l'interprétation de cette clause. Si ça ne marche pas entre les deux partenaires et que le 9 février 2017, il n'y a pas d'accord sous toit, la Suisse, vous l'avez dit il y a quelques minutes, va automatiquement introduire des contingents. Et ça, c'est une question évidemment qu'on pose souvent, mais je vous la repose. Est-ce que ça va déclencher automatiquement la fameuse clause guillotine sur le versant européen? Est-ce que vous croyez vraiment à cette chose-là? Alors, tout d'abord, l'introduction de contingents n'est pas automatique, il faudra des décisions. Ensuite, l'activation de la clause guillotine intervient dès lors qu'un des accords, un des 7 accords bilatérales 1 tombe. Si l'une des parties résilie l'accord sur la libre circulation des personnes, les 6 autres accords tombent automatiquement. Mais pour cela, il faut qu'on résilie un accord. Et si personne ne résilie les accords, eh bien, il n'y a pas de clause guillotine. Ceci dit, le tribunal fédéral a rendu un arrêt en novembre dernier qui reconfirme la suprématie du droit international sur le droit national. Et si on veut appliquer de façon stricte l'article 121A de la Constitution, donc respecter la volonté populaire comme elle a été exprimée en février 2014, à ce moment-là, c'est la Suisse qui, pour être cohérente, devrait résilier l'accord sur la libre circulation des personnes, ce qui activerait automatiquement la clause guillotine. Et là, pour le coup, vous avez dit ce qui activerait automatiquement la clause guillotine. Donc, on ne joue pas à se faire peur en parlant de ça. C'est une réalité qui pourrait survenir dès 2017, Jacques de Watteville, cette clause guillotine. Oui, si l'accord sur la libre circulation des personnes est dénoncé ou résilié. S'il ne l'est pas, alors il l'emporte sur le droit national. Donc, il y a une incohérence. Mais comment imaginer que cet accord ne soit pas résilié au vu de ce qui a été voté il y a 2 ans et du processus politique? Au fond, il n'y a aucune chance, non?
Écoutez, ce sera aux autorités politiques du pays d'en décider le moment venu, mais la logique juridique devrait conduire à une résiliation. On sait que Bruxelles vous a demandé d'attendre le résultat du Brexit. On a souvent dit tout est suspendu au Brexit et ça reprendra ensuite. Est-ce que ça ne veut pas dire qu'en réalité une solution a déjà été prénégociée avec l'Union européenne? Je vous pose la question à vous. Que répondez-vous à cela, Jacques de Watteville? Écoutez, on ne part pas de zéro. Ça fait une année qu'il y a des pourparlers extrêmement pointus avec l'Union européenne sur la libre circulation. Ces pourparlers ont été de facto suspendus à la fin de l'année en raison du référendum britannique. Des contacts en parallèle informels ont eu lieu. Ensuite, nous avons la référence ou le modèle ou l'exemple de ce que les Britanniques ont pu obtenir de l'Union européenne sous la menace d'un Brexit. Dans nos contacts avec Bruxelles, on nous met cet exemple sous les yeux à chaque occasion. Donc les paramètres d'une solution sont largement déblayés en quelque sorte. Et dans ce contexte, il est intéressant de voir, d'examiner ce que les Britanniques ont obtenu et ce qu'ils n'ont pas obtenu. Les paramètres d'une solution sont largement déblayés. J'essaie de décrypter le langage diplomatique. Ça veut dire qu'on a déjà quelque chose sur la table, Jacques de Watteville, et qu'on est suspendu, encore une fois, à ce qui va se passer au matin du 24 juin, c'est-à-dire au Brexit. C'est vraiment de cela qu'il s'agit. Alors, s'il n'y a pas de Brexit, si le Royaume-Uni reste dans l'Union européenne, le deal, la solution qui a été négociée entre les Britanniques et l'Union européenne devra être formalisée et traduite en droit européen. Et là, on constate que les Britanniques n'ont pas obtenu d'avoir des restrictions quantitatives. Ils n'ont pas obtenu de prendre une décision autonome. Ces mesures sont décidées par le Conseil. Et ils n'ont pas obtenu d'avoir une solution durable. Ce sont des mesures temporaires. Par contre, ils ont obtenu de pouvoir traiter de façon différenciée les résidents des non-résidents concernant des prestations de sécurité sociale. Alors la Suisse n'est pas le Royaume-Uni, la Suisse n'est pas membre de l'Union, la Suisse a 2 fois plus d'immigration que le Royaume-Uni. Et donc pour nous, la solution britannique n'est pas un modèle, mais c'est certainement un indicateur si on prend en compte que ce que les Britanniques ont obtenu, ils l'ont fait sous la menace d'un Brexit qui a tétanisé pas mal d'acteurs politiques européens. La solution britannique qui sera un indicateur pour la Suisse, on note vos propos, Jacques de Watteville. Il y a cette initiative UDC contre les juges étrangers qui se profile, même si elle n'a pas encore été déposée officiellement. Est-ce que ça peut saboter, entre guillemets, vos efforts? Comment voyez-vous tout cela se profiler? Écoutez, ce dossier-là viendra bien après la solution que nous essayons d'obtenir avec l'Union européenne. Donc, séquentiellement, ce sera pour plus tard. Mais c'est dans l'air. Ceci dit, cette initiative remet en cause les fondements de l'ordre juridique suisse. Et pour un petit pays, la protection du droit international est extrêmement importante. Et donc, c'est une initiative qui a des conséquences qui vont beaucoup plus loin que ce qu'on peut penser de prime abord. Qui est le deuxième étage de la fusée du 9 février 2014. Au fond, on pourrait la voir comme ça, cette initiative, Jacques de Watteville. Alors, je crois qu'elle a été lancée dans un autre contexte et que ça concernait plus le Conseil de l'Europe et les droits de l'homme. Mais l'essentiel pour nous est que les accords internationaux sont très importants parce que non seulement ils s'appliquent à nous, mais nous les choisissons et nous les négocions, mais surtout ils doivent être respectés par les autres. Et si les autres ne doivent plus respecter ces accords par réciprocité, cela nous met dans une situation impossible. Esther Coco et Dominique Chauffa sont avec nous et ont lu la presse romande et alémanique. Alors la presse alémanique, on commence par vous. Esther évoque toujours abondamment le Brexit, évidemment. L'Union européenne n'aurait pas de plan B pour le jour d'après. Officiellement, le Brexit est tabou, dit ce matin le Tages-Anzeiger. À Bruxelles, on compte sur le fait que la Grande-Bretagne choisira de rester dans l'Union. Alors en coulisses, évidemment, il existe des consignes pour le scénario du pire, au moins un calendrier des séances de crise qui ne manqueront pas de se succéder. Et ne serait-ce que pour rassurer les marchés, un signal rassurant devra être donné le plus vite possible de la part des autorités de Bruxelles, comme une disponibilité à travailler sur une
séparation possible avec la Grande-Bretagne de manière apaisée. Dans les faits, il n'y a pas de consensus au sein de l'Union sur la ligne à adopter envers les Britanniques en cas de Brexit. Un élu du Parlement européen déclare « En cas de Brexit, l'Union européenne réagira comme un poulailler effrayé ». Jacques de Watteville, peut-on vraiment imaginer que Bruxelles n'ait pas de plan B en cas de Brexit, vous qui êtes rompu, je le disais, à toute la diplomatie et à toutes ces négociations? Est-ce qu'on peut vraiment imaginer que le scénario n'est pas sur la table de Bruxelles? Écoutez, il est très possible qu'il n'y ait pas de scénario agréé. Ceci dit, il y a des tas de réflexions. Et s'il devait y avoir un Brexit, ça provoquerait une onde de choc dans l'Union européenne et avec des conséquences qu'on ne peut pas prévoir aujourd'hui. Mais il faudra voir quel sera l'impact, pas seulement pour le Royaume-Uni, mais aussi pour toute une série de pays européens. Et donc, la résolution du problème dépendra pas seulement des relations Royaume-Uni-Union européenne, mais aussi de l'impact que cela aura dans différents pays et sur les mouvements eurosceptiques qui existent dans ces pays. Des questions qu'on s'est posées aussi autour de la Suisse. Va-t-elle profiter ou non d'un Brexit? D'aucuns disaient, comme Micheline Calmiret, l'ancienne conseillère fédérale, qu'au fond, la Suisse pourrait en profiter. Si la Grande-Bretagne sortait de l'Union européenne, elle serait dans le même camp que la Suisse, de facto, donc renforcerait ce camp-là. Qu'est-ce que vous lui répondez? Est-ce que la Suisse peut profiter d'un Brexit? Écoutez, tout d'abord, il n'appartient pas à la suite de commenter ce qui se passe dans un pays tiers et donc le référendum au Royaume-Uni. Ensuite, deuxièmement, à court terme, en tout cas, ça va pas simplement nous compliquer la tâche parce que nous aurons, disons, les élites européennes auront d'autres soucis que la Suisse et la Suisse va descendre tout en bas de l'ordre des priorités de l'Union européenne. Donc, dans un premier temps, d'une durée indéterminée, ça va pour nous compliquer les choses. Par ailleurs, on ne sait pas quel serait l'impact d'un Brexit sur les marchés d'échange, quelle turbulence cela pourrait provoquer. Et si on regarde des exemples dans le passé, ceci peut aussi présenter un défi pour la Banque nationale suisse. Et dans un second temps? Dans un second temps, écoutez, tout dépend dans quelle direction évolue l'Union européenne, dans quelle direction évoluent les relations entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. Et donc, à long terme, il y a différents scénarios envisageables. Il y en a qui pourraient nous faciliter les choses, d'autres qui pourraient nous les compliquer. Donc, Micheline Calmiret, pour reprendre ses propos, mais qui avait fait beaucoup d'écho, n'a pas complètement tort. Dans un second temps, éventuellement, le camp des pays hors de l'UE pourrait être renforcé. C'est ce que vous nous dites. Enfin, c'était un scénario parmi d'autres. On parle de la crise migratoire aussi. La NZZ, Esther, consacre une pleine page au rapport du HCR, le Haut Commissariat aux réfugiés, sur les réfugiés. Jamais autant de personnes n'ont été obligées de fuir leur pays que durant l'année 2015. Les conflits en Syrie, en Afghanistan et en Somalie ont poussé plus de 65 millions de réfugiés sur les routes, le plus grand nombre depuis la création du Haut Commissariat aux réfugiés en 1950. Et le HCR dénonce, en Europe, on n'a pas encore trouvé de réponse à la crise migratoire. Au lieu d'un partage des réfugiés, on assiste à une fermeture des frontières et à la place de la volonté politique, on assiste à de la paralysie politique. Jacques de Watteville, vous avez été ambassadeur à Damas de 2003-2007, vous connaissez très bien le pays et cette crise migratoire vous intéresse évidemment. On entendait l'universitaire François Gemène tout à l'heure qui nous disait vers 7h20 il faut ouvrir les frontières, en fait il n'y a pas d'autre solution, accorder plus de visas humanitaires, la Suisse doit le faire, les autres pays de l'Union européenne aussi. Est-ce que vous êtes d'accord ? Écoutez, tout d'abord, j'aimerais dire que je suis profondément déchiré quand je vois le drame qui se déroule sous nos yeux en Syrie. Et nous avons encore des connaissances à Alep, à Damas, et nous avons des nouvelles régulières de ses amis et connaissances. Et ce qui se passe là-bas est atroce, donc nous sommes bouleversés. Ensuite, le sort de ces réfugiés et les images que l'on voit ne peuvent pas laisser indifférents. C'est là aussi un drame et qui nous interpelle profondément au niveau de notre conscience humaine, de notre respect de la vie humaine et des principes humanitaires. De l'autre côté, on ne peut pas accueillir tous les réfugiés du monde. Et donc, il y a des limites physiques, politiques, économiques qui sont là. Ce qu'on peut dire, c'est que tout seul, on ne peut pas faire face. Et il faut absolument une coordination internationale pour gérer cela le mieux possible et pouvoir permettre à ces personnes d'avoir un traitement décent et qui respecte les principes fondamentaux des droits de l'homme.
Là aussi, le Brexit, même si évidemment la Grande-Bretagne n'est pas partie prenante autant que d'autres pays de ces flux migratoires, est-ce que le Brexit compliquerait encore les choses ou détournerait Bruxelles de la crise migratoire, l'empêcherait de trouver une solution à court terme? Est-ce que là aussi le Brexit serait néfaste? Écoutez, je ne pense pas qu'il faille dramatiser les choses sous cet angle-là. Le problème migratoire, il est là et on peut pas y échapper, il faut le gérer. Et c'est clair qu'un Brexit absorberait des énergies, mais on ne peut pas en même temps fermer les yeux et fermer les frontières. Comme certains le disent, ça ne fonctionne pas en pratique. Donc on devra de toute façon s'occuper du problème migratoire. Dernier sujet, un avocat roman, Dominique Chauffard renforce les atouts de séduction de Dubaï sur le plan fiscal. Article à découvrir dans 24 heures et dans la Tribune de Genève. Des atouts qui existent déjà aujourd'hui. Cet émirat combine une fiscalité nulle avec un grand nombre de conventions bilatérales, des conventions signées avec des États où les impôts sont plus élevés, notamment la Suisse. Mais de nouvelles législations apparaissent aujourd'hui, histoire de simplifier l'implantation de sociétés étrangères. Et ça marche. Dubaï attire beaucoup de banques suisses, notamment en leur offrant un environnement idéal pour gérer des fortunes individuelles. Même si aujourd'hui, les pressions internationales rattrapent Dubaï et il n'est pas exclu qu'à terme, une imposition minimale des entreprises soit exigée. On sait que votre travail, c'est aussi l'accès aux services financiers de l'Union européenne pour la Suisse. Est-ce que Dubaï n'est pas le nouvel horizon vers lequel il faut se tourner, Jacques de Watteville? Alors, c'est certainement une place financière qui joue un rôle important dans la région. En même temps, il faut voir que les standards internationaux s'affinent et se généralisent, que ce soit dans le domaine de la coopération pour lutter contre l'évasion fiscale ou que ce soit dans le cas de la fiscalité des entreprises. Sur la coopération en matière fiscale, Dubaï ne peut pas ignorer ce qui se passe au Forum mondial et donc à terme, ils devront s'adapter. Et puis, au niveau de la fiscalité des entreprises, les travaux de l'OCDE avec le G20 dans le programme qu'on appelle BEPS, Base Erosion and Profit Shifting, à terme s'appliquera ou devrait s'appliquer aussi à d'autres places économiques non membres de l'OCDE. Et donc, la perspective à moyen terme est que les règles évolueront aussi à Dubaï. Merci beaucoup d'avoir été notre invité ce matin, Jacques de Watteville. On vous souhaite un bon marathon. Merci beaucoup. Ou un bon sprint. Merci et bonne journée. Excellente journée.